Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Nous recevons pour ce tout premier numéro de l'année le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, ministre de la Communication. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout l'honneur est pour moi. Avec vous, nous reviendrons sur le dernier discours du chef de l'État, c'était le 29 décembre dernier. Nous parlerons également de la présidentielle. Il faut préciser que nous sommes désormais à 3 mois. J'anime cette émission avec mon confrère Joël Tchobé. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, le chef de l'État était encore devant les parlementaires il y a seulement 24 heures, donc le 29 décembre dernier. Il a prononcé un discours d'abord sur la forme. Qu'est-ce qui explique cette constance dans le calibrage de ce discours présidentiel? Le président de la République est court, concis et efficace. Il ne faut pas un discours fleuve pour expliquer ce que tout le monde voit, ce que tout le monde constate, c'est-à-dire les acquis de la mise en œuvre et de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Donc cette concision contraste avec les discours fleuves où on nous vend du vent. Là, on est sobre, on est sommaire, on est analytique, mais on est dense, efficace. Le deuxième attrait de ce discours, c'est la solennité dans la sobriété, dans la simplicité. Et cette sobriété a été appréciée par ceux qui ont entendu ce discours. Je veux parler du président de l'Assemblée nationale, des parlementaires et de mes collègues qui étaient présents dans l'hémicycle. On l'a apprécié, ça nous a permis d'être pénétrés par ce qui a été réalisé pour le peuple béninois pendant ces 4-5 dernières années. Alors, j'ai bien envie donc de déchirer un peu le voile du couvent. On veut savoir, est-ce que le ministre de la Communication a ses griffes dans ce discours? Est-ce que c'est la cellule de communication? Puisque de plus en plus, je l'ai dit il y a un instant, Patrice Talon observe une constance dans le calibrage de son discours, mais également sur des éléments, des expressions de fond. On a noté quand même des similarités dans ce qu'il a dit. Est-ce que le ministre de la Communication en est pour quelque chose? Le président de la République est déjà un très grand communicant. Il est inspiré et ce n'est pas très difficile lorsqu'on a été l'artisan principal de ce qui a été mis en œuvre. Est-ce que le ministre de la Communication, la direction de la communication ont leurs pattes? Nous sommes des collaborateurs du président de la République. Nous apprenons plus de lui que nous ne lui apportons, à ceci près que le président de la République sait être juste dans ses appréciations puisqu'il attribue nos succès au peuple béninois. Je crois que nous faisons partie du peuple béninois et donc, aussi modeste qu'elle soit, nous avons notre part, tous, dans la conception de ce qui a été déroulé et dans la tenue et la sobriété du président de la République. Vous dites qu'il ne faut pas un discours fleuve pour dire ce que tout le monde voit, et pourtant il y a eu un goût d'inachevé, il y a beaucoup de points sur lesquels le président de la République ne s'est pas prononcé. Par exemple, il y a toutes ces récriminations de l'opposition concernant l'organisation de la présidentielle, ça a été un silence radio. Chacun dans son rôle, ce n'est pas la queue qui remue le chien. Le président de la République a été élu pour dérouler un programme. Je crois qu'il est plus utile qu'il se concentre sur la reddition de compte, sur le compte rendu de l'exécution de ce programme, ce qui a été exécuté en 22 minutes. Il n'y a pas de place à la distraction, à la divagation, puisque les discours que vous attribuez à l'opposition sont des discours qui ne portent pas sur les questions fondamentales, sur les questions qui intéressent véritablement le peuple béninois, qui a compris que l'exécution de ce programme, la sortie de la précarité, la sortie de la misère, la sortie de la pauvreté, la sortie de la mystification. Donc on n'a pas besoin de gloser, ni d'utiliser une rhétorique barbante pour exprimer ces choses simples que l'on peut toucher du doigt. Puisque déjà au cours des premières lignes de ce discours, il parlait de la cohésion nationale. Pour cette cohésion, est-ce que c'était pas bien qu'il revienne quand même sur l'organisation de la présidentielle, parce qu'on sent quand même qu'il y a quelques nuages qui pointent à l'horizon? Il n'y a pas de nuages. Il y a des réformes qui ont été entreprises, des réformes intelligentes, cohérentes, acceptées par la majorité, l'unanimité de la classe politique. Qu'il y ait des voix discordantes, c'est l'essence même de la démocratie. La démocratie, c'est la contradiction. Et l'on doit tenir compte des bruits, parfois assourdissants, de l'ultra-minorité. Mais cette ultra-minorité, d'abord, vous constaterez qu'elle n'apporte pas d'alternative. Il n'y a pas de projet de société qui soit en promotion. Nous avons une rhétorique récurrente
qui constate que on serait dans le recul des acquis démocratiques. C'est une question d'interprétation de point de vue, parce que la majorité des acteurs politiques reconnaissent que non seulement nos acquis démocratiques n'ont pas été réduits, mais ils ont été consolidés, ils ont été réformés, ils ont été réajustés pour permettre l'arrimage de notre pays au développement, ce qui se fait dans les grandes nations. Donc, on ne fera jamais l'unanimité. Et je voudrais me permettre, en toute humilité, de dire que les bruits de la mer n'empêchent pas le poisson de dormir. C'est pas parce que 2, 3 personnalités, parce que leurs intérêts ont été perdus et parce que ces personnes savent crier très fort qu'elles vont couvrir le bruit des réalisations, des progrès, y compris sur ce plan. Donc il n'y a pas de nuages, il y a des inquiétudes qui sont très vite dissipées par divers canaux, il y a des inquiétudes à des réfractaires au développement, au travail, au sérieux, à la rigueur. Alors, Jean-Eudes vous a demandé il y a un instant, est-ce qu'il ne serait pas de bonne loi pour le chef de l'État de pouvoir revenir de fond en comble sur ces sujets qui intéressent les Béninois? Il a d'ailleurs donné l'exemple donc de ces nuages gris qui assombrissent celle du Bénin. Vous avez dit qu'il n'en est de rien. Mais le chef de l'État, vous avez suivi en même temps, quelques minutes après son discours, a été accusé, encore une fois par ses opposants, d'être devant un Parlement qui ne compte pas d'opposants. Alors que le jeu démocratique aurait voulu qu'un chef d'État se mette devant un Parlement où où sont représentées toutes les sensibilités. N'est-ce pas peut-être un élément d'analyse qu'il faut intégrer? Le Parlement n'est pas l'ère culturelle d'une mouvance et d'une opposition. Le Parlement, c'est l'Assemblée qui représente le peuple du Bénin. Et que du nord au sud, les sensibilités du Bénin sont représentées au sein de ce Parlement. Le président de la République ne peut pas décréter que tel va être mouvancier, tel va être opposant. Il appartient à chaque acteur politique, à chaque élu, à chaque député de se prononcer. Le souci de la démocratie qui transparaît d'ailleurs dans les réformes qui ont été entreprises, c'est le statut par exemple de l'opposition. Est-ce qu'on peut proposer une loi portant statut de l'opposition si on n'est pas dans le respect des jeux démocratiques? Que nenni. Et quand il y a eu des nuages, c'est que lorsque ces réformes ont été initiées, nous avons eu quelques difficultés, par exemple, à l'occasion de l'organisation des législatives de 2019, que nous déplorons tous et que le président de la République n'a manqué aucune occasion de déplorer. Mais nous avons eu depuis lors des communales organisées beaucoup plus pacifiquement et plus inclusivement. C'est déjà un progrès. Est-ce que le président de la République dit, nous allons parachever ces réformes avec l'organisation de l'élection présidentielle à venir qui va renouer avec la fête. C'est-à-dire que la démocratie n'a jamais été remise en cause, mais elle sera festive comme les Béninois l'ont toujours voulu. Et je voudrais aussi vous dire que le président de la République n'est pas un homme de discours, c'est un homme d'action. Quand bien même, il aurait fait des annonces à l'occasion, par exemple, de sa tournée, la tournée entreprise à l'intérieur du pays, où les inquiétudes qui pouvaient encore justifier quelques angoisses ont été dissipées, à savoir tout mettre en œuvre pour que les formations politiques qui ont compris qu'il fallait intégrer ces réformes obtiennent leur récépissé. L'acte a été joint à la parole puisque les démocrates ont obtenu leur récépissé. Le président de la République a également dit et s'est engagé à ce que les candidatures présentées par les grandes formations, y compris surtout les formations de l'opposition, parce que au niveau de la mouvance, la question est réglée. Les grandes formations politiques de la mouvance ont déjà fait leur choix et porté leur choix sur la candidature de Patrice Talon. Il ne reste donc en face que quelques formations politiques qui se déclarent de la mouvance et qui peuvent faire un choix différent de celui du président de la République, et les formations de l'opposition qui peuvent désigner autant de candidats qu'ils veulent. Donc nous avons la certitude qu'il ne s'agira pas d'une élection à candidature unique, qu'il ne s'agira pas d'une élection en match amical, mais que on peut présenter autant de projets de société, c'est ce que le président a appelé. Donc je pense que c'est plus rassurant et que si
les acteurs de l'opposition étaient sérieux, ils saisiraient cette opportunité et commenceraient par nous proposer leur projet de société plutôt que de chercher la petite bête. Monsieur le ministre, justement, il y a une crainte, ou je vais dire plutôt une critique concernant ce dernier point que vous avez évoqué, parce que tout le monde estime aujourd'hui que même si l'opposition arrive à choisir un candidat, il faut que les députés et les maires puissent parrainer ce candidat, et on se dit à la fin que c'est Patrice Talon qui choisit le candidat. Écoutez, on attribue beaucoup de choses à Patrice Talon, je suis très bien. Je voudrais qu'on lui attribue ce qu'il a fait de ce pays, c'est-à-dire il l'a transformé. Il a restructuré, réformé la mentalité des Béninois, parce que c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être fiers, d'être dignes, comme le président de la République l'a dit. Il choisira. Il ne peut pas se mettre derrière chaque député pour imposer. Il ne peut faire que ce qu'il peut faire en tant que chef de l'État, père de la nation et chef de la mouvance. Souffrez quand même que des élus qui se réclament d'appartenir à la mouvance présidentielle soient sensibles aux recommandations du chef de la mouvance. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont privés de liberté et qu'ils ne peuvent pas faire des choix contraires. Chaque député, parce qu'on doit pouvoir quand même respecter la fonction, est libre d'apporter son parrainage à qui il veut. Je voudrais remonter plus haut, je n'ai pas voulu vous arrêter tout à l'heure. Vous parliez tantôt de l'organisation de la présidentielle. Vous avez parlé également des réformes politiques qui ont été opérées. Et quand on remonte plus loin, vous avez évoqué également les difficultés qu'il y a eu lors de l'organisation des législatives de 2019. Dans son discours, le chef de l'État a bien souligné également qu'on allait éprouver les nouvelles règles qui permettent l'organisation des élections en 2021, c'est-à-dire lors de la présidentielle. Selon vous, qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement? Je ne veux pas traverser les propos, mais est-ce qu'on peut organiser ces élections sans difficulté? Écoutez, nous avons toujours surmonté les difficultés, c'est ça qui est important. On a une réforme, donc un nouveau mode d'organisation de la compétition politique, de la compétition électorale. Éprouver, ça veut dire mettre en œuvre pour voir ce que ça donne. On n'a pas utilisé ces règles l'année dernière ou il y a 5 ans. C'est un nouveau modèle qu'on va mettre sur la route et voir comment il tient la route. C'est ce que le président de la République appelle éprouver. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une source de difficulté et que il va y avoir tout est clair, tout est transparent. L'élection sera organisée de la même manière qu'on a pu organiser de belles élections les années passées. La seule différence, c'est que nous avons de nouvelles règles, par exemple concernant la candidature à l'élection présidentielle. Justement, monsieur le ministre, la question qui revient essentiellement aujourd'hui et qui déchire et qui polarise d'ailleurs la société béninoise, c'est bien sûr le parrainage. Alors, le chef de l'État ne va pas essayer de lire dans ses pensées, mais en disant que nous allons éprouver cette texte de loi. Est-ce que cela augure de bonnes perspectives ou les Béninois n'ont-ils pas raison de vivre toujours sous la hantise des événements malheureux de 2019? D'abord, je ne crois pas que les Béninois soient hantés. La minorité ou ceux qui crient le plus fort ne sont pas forcément représentatifs des Béninois qui, dans leur ensemble, sont sereins et comprennent qu'on a besoin d'un autre spectacle que celui que nous avons pu connaître les années passées, où nous avons des candidatures fantaisistes, où nous avons, pour un petit pays comme le nôtre, 50 personnalités, j'allais utiliser une autre expression, qui prétendent gouverner notre pays. Avec les règles qui sont aujourd'hui établies, il y a un filtre. Et un filtre, non pas pour faire obstacle aux bons candidats, mais pour faire obstacle aux candidatures pléthoriques et fantaisistes. J'allais vous demander justement, monsieur le ministre, aujourd'hui, le débat qui, encore une fois, revient avec persistance, c'est de savoir quel est le baromètre de mesure, à l'aune de quel indicateur vous voulez juger avant l'élection tel est bon candidat, tel ne l'est pas. Mais vous qui, le ministre de la Communication, le président de la République ou les élus du peuple? C'est les élus du peuple, les députés, les maires, qui sont des acteurs politiques, qui ont la faculté et le privilège de jauger le projet de société de chaque candidat. Si quelqu'un vient, par exemple, pour dire que son projet, c'est de doter toutes les femmes du Bénin, etc., c'est pas sérieux, vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, il se dit, ah, tel candidat est crédible. Ils font une sélection qu'ils vont soumettre au peuple béninois, qui est le dernier détenteur de la souveraineté nationale et qui va faire le vote.
Donc, c'est un travail de préparation. Et je pense que c'est un baromètre sérieux. Je pense que confier aux élus le soin d'adouber un candidat, pas l'élu, c'est le choix exprimé par la plupart des acteurs politiques depuis de très nombreuses années. Nous nous sommes plaints dans ce pays que seuls les outsiders sont élus, que les formations politiques n'ont jamais réussi à faire élire leur leader. Maintenant, nous avons des règles qui ramènent les partis politiques au cœur de l'animation de la vie politique et pas n'importe quel parti, des partis rénovés sur de simples critères qualitatifs, pas d'exclusion. On veut que ces partis ne soient plus des clubs électoraux. On veut que ces partis ne soient plus des organisations mafieuses qui font du chantage aux élus. On veut que ces formations politiques soient représentatives du Bénin et représentées dans tout le Bénin. Ce n'est pas un mauvais critère. Monsieur le ministre, sauf pour celui qui veut rester roitelet dans sa chambre, dans son quartier ou dans son arrondissement pour faire du chantage à ceux qui seront élus et imposés, qui sera DG Port, qui sera DG SBE, etc. Puisque nous parlons de la présidentielle, regardez nos téléspectateurs et dites-nous, quand est-ce que Patrice Talon annonce sa candidature? Écoutez, Patrice Talon est libre de formaliser sa candidature que nous appelons tous de nos vœux. Et j'espère que dès les premiers jours de janvier, le président Patrice Talon sera formellement candidat de la mouvance du Bloc républicain, de l'Union progressiste, du parti Moël et d'autres formations politiques qui l'ont désigné comme leur candidat à l'élection présidentielle de 2021. Monsieur le ministre, après la tournée du chef de l'État et également à l'aune du discours qu'il a eu à prononcer au Parlement il y a seulement quelques jours, j'allais dire, les opposants, encore une fois, puisqu'il vous revient de clarifier ce qui se dit dans l'opinion publique, Patrice Talon accusé d'avoir un rapport jubilatoire avec le pouvoir, alors même qu'il avait promis faire un seul et unique mandat. Alors on entend les acteurs de premier plan le soutenir pour dire, même s'il ne se décide pas, qu'on va les contraindre. Ça frise quoi au sein de la mouvance? Pas au sein de la mouvance, ça, c'est de l'enfantillage. Je veux bien croire que nos acteurs politiques ont été suffisamment formatés pour comprendre qu'il y a des impératifs et des contraintes qui s'imposent à des moments donnés. Patrice Talon est libre d'aller à l'élection ou pas, mais il n'est plus libre d'abandonner ce qui a été entamé et si bien entamé. Nous sommes en démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Béninois sont libres de ne pas aimer Patrice Talon, de ne pas vouloir de lui, de trouver son action néfaste, mais que le choix soit laissé à d'autres de considérer que leur champion a fait le travail. Ce n'est pas un rapport jubilatoire, ni fadatique, ni féodal. C'est tout simplement un constat qu'il appartient à chacun de faire et d'en tirer les conséquences. Pourquoi la minorité de ceux qui agitent ces récriminations l'emporterait sur l'immense majorité? D'abord, des acteurs politiques, on n'est pas plus cons que d'autres. Ensuite, sur un travail qui est fait à la satisfaction de tout un peuple. L'eau potable amenée aux millions de Béninois, c'est un acquis, c'est positif. Aucun président, malgré les efforts, n'a réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est concret. L'électricité, en qualité, en quantité, c'est un acquis aujourd'hui et vous verrez qu'aucun de ces acteurs politiques ne conteste ces progrès. Aucun d'eux ne conteste que notre pays a considérablement avancé. Leur leitmotiv, c'est de dire qu'il y a un rapport jubilatoire. Je sais d'ailleurs pas ce que ça veut dire. Bref, si l'on a besoin que nous rappelions la notion de démocratie, c'est que sur 100, quand 70, 80, on fait le choix et on dit que ça c'est bon, il ne faut pas que la poignée vienne terroriser cette majorité avec des arguments qui manquent d'ailleurs de fondement, de pertinence. Donc, il n'y a pas de rapport jubilatoire. Le président de la République se sacrifie, se saigne. Honnêtement, nous sommes des acteurs et des témoins. C'est pas la vie rêvée de Patrice Talon que d'être à la tâche et de nous mettre à la tâche inlassablement jusqu'à épuisement. Et on n'a même pas, pour que
les Béninois puissent manger à leur faim, pour qu'ils tombent moins malades, pour que quand ils tombent malades, ils puissent être soignés, si possible gratuitement, pour qu'ils puissent avoir un travail, pour que les enfants soient mieux formés, pour que des usines puissent s'installer, que nous ayons des unités de transformation. Ça s'appelle le progrès, et ça se passe de ces petits commentaires nuisibles. Maintenant, la démocratie est là, le débat d'idées est là, on est prêt à le faire. J'ai posé la question ce matin, je dois dire, à certains de nos invités. Je n'ai pas été tout à fait satisfait par rapport à la réponse. Ce qui caractérise l'état de la nation, c'est notre nouvel état d'esprit, a dit Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Dites-moi alors ce qu'il a dit. C'est que nous avons avancé. Nous sommes partis. C'est bien ce qu'il a dit, hein, par rapport à la phrase que je viens de répéter. Non, j'y viens. C'est venu après quelque chose. Nous sommes venus de très loin. Nous irons très loin. Nous avons réussi à mettre le pays sur les rails du développement. Et ce qui nous a permis de le faire, c'est notre nouvel état d'esprit. Autrement dit, les Béninois ont tourné le dos à la fatalité, à la paresse, à la corruption. Ce n'est pas parfait. Et décident d'abord de concéder des sacrifices, de travailler, d'accepter la rigueur pour faire avancer leur pays. C'est ça le nouvel état d'esprit. Et c'est grâce à cet état d'esprit que nous irons le plus loin possible dans ce développement qui est rendu irréversible. Alors vous pensez, monsieur le ministre, que un peu comme le chef de l'État a eu à le marteler devant les parlementaires, que aujourd'hui, après 5 ans de gouvernance, nous avons réussi à vaincre nos démons, comme il a dit? Tout n'est jamais acquis, mais nous avons franchi un pas qu'il faut consolider, qu'il faut pérenniser. Et c'est en cela, précisément, qu'il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Nous avons aujourd'hui, parce que tous ces progrès ont été rendus possibles en raison du courage, de l'abnégation, de la détermination, de la fermeté d'un homme qui a rêvé grand. C'est vrai, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mais le leadership est quand même déterminant. C'est lui qui donne l'impulsion après la conception et qui a obtenu une adhésion de ses collaborateurs, un respect de ses collaborateurs, que les gens n'en soient pas jaloux, qui a réussi à insuffler un leadership qui nous permet aujourd'hui de dire que ce qui hier paraissait improbable, voire impossible, est devenu aujourd'hui certitude et sera acquis. Alors, monsieur le ministre, il n'en demeure pas moins qu'au-delà des auréoles et puis des points de satisfaction qu'on pourrait trouver dans ce discours, il y a eu comme un grain de sel qui a manqué. Les années antérieures, Patrice Talon avait habitué les Béninois à évoquer des chiffres. Les jeunes attendaient par exemple dans ce discours des chiffres réels sur le nombre d'emplois créés et avec des statistiques dans beaucoup d'autres domaines. On n'a pas eu, et on peut estimer que ça a été peut-être une faiblesse? Certainement pas une faiblesse, puisque ces chiffres existent et ils ont été évoqués à maintes occasions. Ils sont là, on peut vous les donner. Le dernier discours du quinquennat est un discours bilan compte rendu. Ce n'est pas un discours prospectif, ce n'est pas un discours de constat. Il y a eu des discours en 2016, en 2017. Là, nous sommes à la veille de la prochaine élection présidentielle. Il ne sert plus à rien de défoncer des portes ouvertes. Les chiffres sont là. La couverture en eau potable à 70%, c'est là. Les 200 milliards qui ont été investis là-dedans, c'est là. Les milliards qui ont été investis dans la restructuration de notre société, de nos unités de production électrique est là. Ce qui a été investi dans l'agriculture pour que nous soyons passés premiers en coton, deuxième en culture vivrière, de lui et moi, je dois préciser, et les investissements qui sont en train d'être faits pour que nous passions d'une production de riz de 400 000 tonnes par an à 1 million, ce qui se fait pour la filière NACAD, les chiffres sont là et ils sont consultables. Ce n'était pas forcément utile pour ce discours de fin de mandat de rentrer dans ces détails parce que c'est évident, c'est connu, les sources sont là, elles sont officielles et vous savez les consulter. Monsieur le ministre, il y a une polémique depuis quelques jours par rapport à la durée du mandat de Patrice Talon. Vous avez suivi tout ce qui a été dit. Est-ce que ça vous agace? Non, pas du tout, parce que on s'habitue à tout. Je pense que les Béninois ont besoin de sujets plus sérieux que des 42 jours. Ce qui est important, c'est que le mandat présidentiel au Bénin est de 5 ans, renouvelable une fois. Et cela a été conforté et rendu irréversible par la révision
de notre Constitution qui a maintenu ce verrou. Si c'est Patrice Talon qui est réélu en avril 2021, il fera un mandat de 5 ans, un dernier mandat de 5 ans, pas plus si c'est quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas mon souhait. Ce président fera également un mandat de 5 ans. Nous avons fait cette réforme pour permettre quelque chose de prodigieux, c'est-à-dire l'alignement des mandats et des élections groupées pour des raisons économiques et d'efficacité. En 2026, il y avait plusieurs options. Je ne suis pas l'auteur. N'oublions pas que cette révision a été une initiative parlementaire et que le président de la République a accepté de promulguer, évidemment, parce que c'est conforme à l'intérêt de notre pays. Il y a plusieurs options ouvertes. On pouvait faire les choses pour que l'élection arrive au mois de février. On écoute le mandat du président de la République, on n'aurait pas parlé. Là, les députés de la 8e mandature, on pouvait raccourcir leur mandat, faire les élections en 2020 ou en 2021, on ne l'a pas fait. On a fait le choix de raccourcir la durée du mandat des prochains députés de 2023. Pourquoi il n'y a pas de débat là-dessus? Les conseils communaux, ils ont un mandat exceptionnel de 6 ans. Pourquoi il n'y a pas de débat là-dessus? Et c'est sur 42 jours que l'on décide de pinailler. Et ce qui est dommage, c'est que des prétendus juristes de grande qualité s'arc-boutent sur des sujets qu'ils auraient compris simplement s'ils n'avaient pas troqué leur intelligence au profit d'un activisme politique qui embrouille le raisonnement. De qui voulez-vous parler exactement? Mais de tous les grands juristes de notre pays. Alors, très bien. Monsieur le ministre... Mais il y en a aussi du côté de la mouvance. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que Patrice Talon a prêté serment le 6 avril 2016 pour faire un mandat de 5 ans. Les délais étaient connus avant cette élection. Est-ce qu'il est bienséant de réviser par voie parlementaire la Constitution et d'offrir, de prolonger le mandat du chef de l'État? Ce qui se dit davantage, c'est qu'on devrait encore recourir au peuple pour acter cette prolongation. Mais qui décide de ce qu'on doit faire? C'est la Constitution qui, en son sein, dit comment il faut la réviser. Ça veut dire que la Constitution reconnaît qu'elle n'est pas immuable, qu'elle n'est pas éternelle, et qu'on peut la modifier. Est-ce que la modification est conforme à la Constitution? La réponse, c'est oui. Personne n'a décrété qu'il faut aller consulter tel peuple. C'est pas une obligation, c'est une faculté, et une faculté dès lors qu'on a dépassé un certain seuil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tous ceux qui critiquent aujourd'hui, et je veux me permettre de dire que le candidat Patrice Talon, naguère, avait été contre. Enfin, il n'était pas encore candidat, la révision de la Constitution parce que cette révision était jugée opportuniste. Tous les présidents du renouveau démocratique ont tenté de le faire. Ça veut dire que la classe politique est d'accord pour dire que notre Constitution n'est pas parfaite et qu'elle a besoin d'être retouchée. Mais on n'accepte pas que Patrice Talon, président, après avoir eu des difficultés à 2 reprises, ait réussi à trouver le consensus la 3e fois pour apporter des améliorations majeures à notre Constitution. Les nouvelles règles, les voilà. La Constitution du 11 décembre 90 n'est pas abrogée. Elle est en vigueur. Elle a été révisée pour enraciner et consolider la démocratie conformément au projet de société de celui qui était élu à 65%, au programme d'action du gouvernement. Alors, vous êtes à équidistance avec cette coalition de l'opposition qui émerge tout doucement. Vous avez certainement pris connaissance des exigences prescrites ou bien en tout cas consignées par cette coalition de l'opposition qui se met progressivement en place. Et dans ce cas-là, on demande que ces dispositions, à la limite jugées chrysogènes, soient extirpées de nos textes de loi avant la tenue des élections à venir. Est-ce que c'est faisable? Écoutez, moi, j'ai pas de leçon à donner à l'opposition qui compte de grands juristes. Les mêmes qui nous ont rappelé qu'on ne peut pas changer les règles en cours de match, les mêmes qui vont vous rappeler que les dispositions de la CEDEAO et d'autres organisations auxquelles on fait recours empêchent de réviser à 6 mois de l'élection présidentielle. Nous sommes à 3 mois. Donc, il faut qu'il y ait de la cohérence dans les revendications, dans les récriminations. Ce que je veux observer,
Est-ce qu'une opposition peut avoir des exigences dans un État qui ne serait pas démocratique? Leurs exigences bruyantes sont le signe de ce que notre démocratie connaît une vitalité, puisque de sa position d'opposant, on veut dicter à ceux qui sont déjà en charge de la conduite des affaires publiques ce qu'il y a lieu de faire. Le mandat de Patrice Talon n'est pas encore terminé, il est président de la République et il est le mieux placé pour juger de l'opportunité de ce qui est bien pour le peuple béninois. C'est le mandat qui lui a été confié. Voilà le choix qui a été fait. Si l'opposition estime qu'elle a l'adhésion du peuple et qu'elle fait déjà très bien de se conformer aux réformes de modernisation de la compétition électorale et des partis politiques, mais qu'elle soit apaisée puisque le peuple volera à son secours. Et c'est ce test que nous ferons le 11 avril 2021. Est-ce qu'on peut parler là de diktat de l'opposition? Parce que ceux qui constituent aujourd'hui l'opposition estiment plutôt qu'ils ne sont pas écoutés. Non, c'est même pas le diktat de l'opposition, c'est une tentative de terrorisme intellectuel par la mystification. Parce que un opposant responsable, on dit, c'est le jeu de la politique, prendrait d'abord son socle sur ce qui a été fait et ce qui a été bien fait avant de proposer des améliorations. Mais demander que l'on sape totalement notre Constitution parce que l'on pense qu'il y a des dispositions qui empêchent de continuer la pagaille à laquelle on s'est habitué, ce n'est pas un discours responsable pour moi. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Joël. Alors, sur cette même question, l'opposition à laquelle vous faites allusion ne parle pas en l'air. L'opposition évoque notamment des décisions rendues par la Cour d'Arusha, la KDHP notamment, qui enjoint à l'État béninois de corriger un certain nombre de textes dont la Constitution révisée le 1er novembre 2019 au Parlement et un certain nombre de lois, le Code électoral et tout ce que vous savez. Est-ce que cette décision n'ébranle pas le gouvernement? D'abord, je voudrais vous dire qu'aucune justice, fût-elle internationale, n'a à enjoindre à un État. Je ne vais pas parler de souveraineté pour qu'on ne vienne pas encore théoriser là-dessus. Deuxièmement, aussi pertinente que soit cette juridiction, lorsqu'elle rend des décisions difficiles ou impossibles à exécuter, c'est une théorie juridique, ça n'a pas de sens. Quand vous parlez d'injonction, à qui on enjoint? Au président de la République ou au Parlement? À quelle institution on enjoint? Quel est le pouvoir, par exemple, du président de la République d'enjoindre à des juges d'aller dans un sens ou dans l'autre? Maintenant, il faut que nous disions la vérité sur certaines institutions. Cour africaine, avez-vous dit? Cette Cour africaine s'occupe trop du Bénin. On dirait que c'est la Cour africaine pour le Bénin. Parce qu'il y a 51 États au Bénin. On va pas me faire croire, en Afrique, on va pas me faire croire que ce n'est qu'au Bénin qu'il y aurait des difficultés. Au contraire, la possibilité offerte aux ressortissants béninois de saisir la Cour et le Bénin faisait partie des 7 ou 8 États qui ont donné ce privilège à leurs citoyens, ne doit pas se retourner contre nous. Il y a plein d'autres États qui, certains n'ont même pas ratifié la Charte africaine des droits de l'homme, ils sont encore une dizaine ou une vingtaine, et il y en a 42 qui n'ont pas fait leur déclaration pour permettre la saisie directe de la Cour. Ça, il faut le savoir. Et enfin, je voudrais que nous comprenions que c'est le pouvoir, le régime dirigé par le président Patrice Talon qui éprouve cette difficulté parce que, en 10 ans d'exercice, le président Yahya Boni n'a jamais fait cette déclaration, qui n'est intervenue qu'en 2016, au moment où il partait. Alors, de quoi on veut parler? Vous parlez que c'est fait exprès? Ah, mais je ne dis pas que c'est fait exprès, il y a un calendrier, mais il faut le savoir. Il faut savoir que ce n'est qu'en 2016, dans les derniers dossiers, que notre État, dirigé par le président Yahya Boni, qui a occupé le poste pendant 10 ans, s'est rappelé qu'il y avait ce protocole et ils ont signé. Allez, là, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de fin? Ben écoutez, je voudrais dire aux Béninois mes bons voeux pour cette année 2021 qui sera aussi reluisante, pétillante, pleine de bonheur, de belles réalisations pour notre pays, pour chacun des compatriotes, que nous allons avoir la consolidation de nos acquis et que je souhaite mes bons voeux de santé et de solidité au président de la République que je voudrais voir sur le terrain le plus rapidement possible pour donner encore plus d'espoir et de résultats à ce peuple béninois qui a été si longtemps martyrisé et qui est aujourd'hui libéré pour jouir du développement.
Merci Alain Oronla. Je rappelle que vous êtes ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'est donc sur vos vœux que nous allons refermer ce premier numéro de Diagonale. Merci Joël Tchoué. Chers téléspectateurs, merci et à dimanche prochain.